Bonjour à tous. Bienvenue à ce deuxième webinaire sur la thématique interaction entre ouvrages et tunnels entre les CFMS, organisé par les CFMS jeunes et les jeunes de l'AFTES. Donc la séance d'aujourd'hui sera animée par Arnaud Thaïlandier, jeune de l'AFTES. Merci à tous pour l'organisation de cette séance. Je laisse la main à Arnaud donc, pour l'animation de cette séance. Merci à tous de votre présence et bonne séance à tous. Bonjour tout le monde. Nous sommes déjà à 72, donc merci à tous de votre intérêt et puis de vous être connectés à notre webinaire. Dont le programme, donc jusqu'à présent il y a le programme visible, donc en premier ce sera Baptiste Pelletier de EDF qui va vous présenter les adaptations du design des ouvrages en terre au départ de tunneliers. En second, donc, Christian Noubissi sur la sensibilité des couches et la réponse des sols au creusement de tunnels sur les lignes 12 et 16 de Paris. On ne voit pas le partage, Arnaud. Oui, j'ai enlevé le partage. Ouais. Et à 14h30, Rodolphe Munier, Arnaud Auchard et Romain Prost pour le traitement des entrées en terre et sorties des tunneliers sur la prolongation du métro B du Citral. Donc je vais laisser la main à Baptiste Pelletier sur la première partie. Si vous avez des questions, posez-les dans le chat et on fera une petite partie discussion à la fin. Baptiste, à toi. Oui, merci. Bon, bonjour à tous. Je vais mettre la présentation. Voilà. Donc, bonjour, donc moi je vais vous parler d'un projet qu'on a en Angleterre en ce moment et la problématique particulière de la jonction entre les tunnels et les ouvrages à terre pour la future centrale à Sizewell. Quelques éléments de contexte pour commencer. En Angleterre, il y a récemment 4 projets nucléaires qui sont étudiés. Le projet d'Hinkley Point qui est géré par EDF et qui est en cours de réalisation. Il y a le projet de Sizewell qui est en cours de développement et c'est aussi EDF. Il y a le projet de Bradwell qui est en cours de développement par les Chinois de CGN. Et il y avait Hitachi qui avait un projet à Wilfa mais qui a été abandonné assez récemment. Donc pour le moment, c'est en pause. Donc le projet de Sizewell, c'est l'extension d'une centrale qui existe déjà. Donc on a beaucoup de données déjà sur cette centrale. Donc vous avez la centrale A qui est au sud, la centrale B qui est un peu plus au nord et la centrale C qui est dans la place qui reste sur le site tout au nord. Donc c'est 2 tranches de type EPR, donc comme celle qu'on est en train d'essayer de finir, on va dire, à Flamanville. Dans une emprise très contrainte, puisque c'est la place qui reste sur le site. Donc évidemment, on a moins de place que les tranches d'avant. Et il y a donc 3 tunnels. 2 pour l'amener de l'eau pour refroidir la centrale et un tunnel de rejet qui est un peu plus gros. Les jalons actuels, c'est qu'on compte commencer les travaux l'année prochaine, une fois qu'on a les autorisations. Et l'idée, c'est de finir 10 ans après. Alors, j'ai mis quelques éléments de montage du projet tel qu'il est, parce que c'est intéressant pour voir un peu comment est-ce que les différentes parties sont impliquées dans l'idée. Donc il y a les investisseurs qui sont principalement EDF et CGN, donc les Chinois. EDF possède la structure client, donc ceux qui vont exploiter la centrale à la fin. Ils eux-mêmes ont une filière pour développer les projets, et avec l'aide de CGN, donc ils ont monté la structure projet de Sizewell. Ils mandatent les concepteurs, Atkins pour les ouvrages de site, et EDF pour le design de la centrale elle-même. Côté construction, donc il y a un consortium qui s'appelle Baylor, qui est fondé par Lego Rourke chez les Anglais et Bouygues chez les Français. Et tout ce monde-là est embarqué dès le début avec les concepteurs dans le design pour prendre en compte les problématiques de construction dès le design. Donc ça fait quand même beaucoup d'acteurs qui vont être impliqués, qui vont avoir leur mot à dire, et forcément ça va faire des étapes de conception et des modifications de conception assez intéressantes à étudier. Il y a évidemment tout ce qui va être reconnaissance par tout un tas de consortiums qu'on connaît, etc. Donc je passe là-dessus. Donc les reconnaissances disponibles, donc un bref aperçu. C'est un site qui est très étudié, Sizewell, parce que ça fait la première centrale elle est construite dans les années 60, donc on a quand même pas mal près de 80 ans de données quand même.
Il y a eu 27 campagnes en tout, on se retrouve avec 1500 emplacements qui ont été investigués. En mer, il y a énormément de lignes sismiques. Il y en a énormément d'essais. Donc la synthèse de tout ça, ça a été un gros travail dont je ne vais pas parler ici trop en détail, mais c'est quand même une bonne base de travail. La stratigraphie, pour donner une idée, donc on a d'abord ce qu'on appelle les dépôts récents, qui sont les formations de surface, et celles qui vont nous intéresser, c'est celles qu'on appelle les crags, donc c'est des sables, avec beaucoup de coquillages et pas mal de fines, en fonction des niveaux, et c'est là-dedans qu'on va chercher à se mettre. Ensuite, on a les argiles de Londres et les argiles de Harwich, qui sont les dépôts éocènes qu'on trouve dans tout le sud-est de l'Angleterre. Les sables du Lambeth, qu'on appelle les Reading Sands, puis les niveaux plus profonds de la liste Clay. On a la craie du Crétacé, comme partout dans le coin, à vers 80 mètres. Donc sur la coupe du bas, là, vous voyez, à gauche, à l'ouest, on a la terre, avec la digue, à l'abscisse 0. Et puis ensuite, on va en mer. Donc il y a les dépôts orange et ce qu'on appelle la London Clay, qu'on ne trouve que en mer. À terre, on est directement sur les couches violettes, là, qui sont les bancs rocheux qu'on trouve dans l'argile de l'Éocène. Donc nous, ceux qui vont nous intéresser, c'est vraiment les dépôts récents et les sables. Les sables, les crags, donc on distingue 3 sous-niveaux en fonction du nom du dépôt et puis des fines qu'on trouve dedans. C'est des sables qui ont une très faible cohésion, qui sont assez facilement érodables et qu'on va pouvoir creuser assez facilement avec le tunnelier. Et donc, ils sont quand même très denses, parce qu'ils ont été bien compactés par tout ce qui peut être glaciaire, et puis parce que c'est des dépôts quand même assez compétents. Et au-dessus, on a les dépôts quaternaires, donc c'est des argiles et des tourbes principalement. Parfois, on les a recouverts avec des déblais pour faire des plateformes à l'époque, mais donc voilà, une idée de ce que c'est la photo en bas là. C'est quelque chose de très mauvais. Donc on ne va pas pouvoir se fonder là-dessus, on va devoir les enlever. Et avec la nappe affleurante, il va falloir aussi, pour construire, il va falloir faire une exore. Et donc tout ça, ça va nous mener à des ouvrages de site assez conséquents qu'il va falloir interfacer avec le départ des tunnels qu'on veut faire. Donc ça, c'est la coupe du site, à terre. Et donc l'idée, c'est qu'on va faire une enceinte, qu'on voit en rouge ici, dans laquelle on va venir excaver 12 à 25 mètres de terrain pour enlever tous ces terrains de surface qui sont mauvais et pouvoir se fonder sur les crags qui sont plus compétents. Donc à droite, pardon, là je vous ai mis à peu près le schéma type de la centrale. Donc on a l'excavation entourée par les fouilles avec le mur. Et puis au milieu, là, on va remblayer tout ça pour pouvoir fonder la centrale et les stations de pompage à droite. Donc, le type de mur qui est envisagé, c'est comme celui qu'on avait pu faire à Blayais sur la centrale pour les mêmes raisons. En fait, c'était un marécage aussi. Donc ça ressemble à ça. Et l'emprise, c'est à peu près 400 mètres par 400 mètres. Voilà. Et donc, les ouvrages de source froide, les bâtiments et les tunnels, donc ça, c'est tout ce qu'on va avoir sur le côté mer. Donc, vous avez les bâtiments qui sont les stations de pompage et les stations de rejet. Donc, les stations de pompage, c'est les gros carrés, les stations de rejet, c'est les demi-ronds. Et les tunnels qui partent là-dedans. Et donc, vous voyez bien qu'ils doivent traverser le mur, donc ça va être une des grosses problématiques. L'autre élément intéressant, c'est de savoir qu'ici, on a la digue à la mer. Donc ça va nous contraindre aussi un petit peu, comme on va le voir plus tard. Donc, voilà. Donc on a les galeries en Y qu'on trouve au niveau des stations de pompage, qui est prolongée par les tunnels. Et pour le rejet, on a un point triple pour les galeries de rejet, et ensuite ça part dans notre tunnel. La contrainte qu'on va avoir pour designer les tunnels, donc les tunneliers, il va falloir les lancer dans des espaces assez contraints par les fouilles et le mur qu'on a là. Il va falloir traverser le mur. L'étanchéité va être un problème puisqu'on a une nappe affleurante, donc on va faire l'exor, mais donc si on perce le mur, on va se retrouver avec beaucoup d'eau derrière qu'il va falloir maintenir. Il y a des bancs rocheux à éviter, comme je l'ai montré en bas, donc on va chercher à rester dans les sables pour ne pas toucher ces bancs-là, tout en conservant une couverture suffisante, parce que si on est trop affleurant, on va avoir du blowout. Et ensuite, il faudra raccorder les tunnels aux ouvrages, donc on ne peut pas non plus se mettre trop profond, sinon on ne va pas réussir à faire les connexions de manière satisfaisante d'un point de vue hydraulique. Et puis ensuite, on a plein d'autres contraintes. Les principales que je cite là, ça va être des questions de pente pour les purges, des questions de planning,
Et aussi, il y a tout un objectif de réduire les coûts par rapport au projet en construction actuel d'Hinkley Point. Donc, ils veulent absolument essayer de reproduire au maximum ce qui a déjà été fait. Donc là, moi, je vais me concentrer exclusivement sur les questions techniques, parce que le reste, c'est beaucoup moins intéressant. Donc, le premier design, comment ont été prises en compte les contraintes? Donc, ils voulaient répliquer, comme j'ai expliqué, le design d'HPC de Hinkley Point. HPC, c'est Hinkley Point. Donc, c'était un lancement depuis la fouille des stations de pompage. C'est-à-dire que les stations de pompage, elles sont fondées assez profondément. Donc, ils conservaient une aire de lancement du tunnelier. Puis, une fois que le tunnel est parti, ils font les radiers. Alors que pour le rejet, qui est au milieu, eh ben, ils avaient fait une chambre souterraine, parce que Hinkley Point, c'est un site rocheux. Donc là, évidemment, ça va difficilement être réplicable. Mais le premier design qu'on a eu, c'était ça. Pour traverser le cut-off wall, ils incluent dans le ferraillage ce qu'ils appellent un soft eye, donc un endroit où il n'y a pas de ferraillage du diamètre des tunnels dans lequel ils vont pouvoir s'emmancher. Il était prévu de faire des blocs de grout à l'extérieur de la fouille pour empêcher l'eau de rentrer, que le tunnelier va ensuite manger, et quand il y a un bon couplage, après il peut partir dans le vrai terrain. Et ensuite, donc on veut rester au-dessus des bords rocheux, ça reste vrai, et garder un diamètre à peu près de terrain au-dessus, hors tourbe et argile dont j'ai parlé, donc un diamètre de crag au-dessus du tunnel. Et à ce stade, ils n'avaient pas encore pensé à vérifier les questions de connexion aux ouvrages, qui vont être instructifs, on verra plus tard. Le premier problème qu'ils ont eu à voir, c'est qu'en fait, les designers des tunnels ont plus ou moins oublié qu'il y avait des voussoirs, et donc que le diamètre des tunneliers n'était pas le diamètre des tunnels pour les questions hydrauliques. Et donc on voit que ça, c'était les diamètres intérieurs des tunnels en fait qu'ils avaient utilisés. Et donc on se retrouve avec des problèmes de couverture, puisque pour le rejet, on avait tout juste un diamètre qu'on va pu avoir, et pour la menée, on ne va pas non plus l'avoir. Donc là, vous avez une image où on voit les fouilles en coupe de l'amenée, le mur qui va être traversé par le fameux soft eye, et puis le terrain extérieur côté mer. Donc, changement de diamètre à cause des voussoirs, comme on voit sur l'image à droite. Donc, il faut s'enfoncer un peu plus avec les tunneliers. Donc, ça revient à faire des surcreusements dans les fouilles. Il faudra ensuite remblayer avant de faire les radiers. D'un point de vue planning, ce n'était pas terrible. Ça veut dire qu'il faut faire une exorde plus profonde. Ça veut dire tout un tas de choses pour l'amener. Et pour le rejet, bon, évidemment, donc, comme on a dit, la chambre souterraine dans les sables, ça ne va pas être tenable. Donc, ça a commencé à partir sur des questions de tranchées. Donc là, on voit un plan estimatif à l'époque des fouilles telles qu'elles étaient prévues. Et donc, on avait une tranchée butonnée pour lancer le tunnelier de rejet, avec une pente qui commençait à être conséquente pour l'amener, qui commence à prendre de la place sur le site. Puisque là, donc au départ, on avait des codes -22, -23 pour le bas des tunneliers. Maintenant, on était déjà à -27 pour le rejet. Ensuite, c'est là que vient la question de comment est-ce qu'on se raccorde aux ouvrages existants. Donc là, vous avez une coupe où on voit la cote du tunnelier telle qu'elle était prévue au niveau du mur, à gauche, et les stations de pompage avec la galerie qu'on appelle Y, qui est la galerie d'amenée. Et donc le coude qu'il y avait là, ça faisait quand même une pente de plus de 50% à peu près. Donc, en allongeant la pente à toute la galerie, en Y que je mentionne en rouge, on descendait, oui, c'est ça, on était à 65, on tombait à 50%, ce qui reste quand même beaucoup. D'un point de vue hydraulique, c'est plus sympa que d'avoir un coude très très raide, mais ça reste quand même une pente assez conséquente. Et pour le rejet, suite à des problématiques de galerie, etc., on était à -27, on descendait même jusqu'à -28. C'est avoir des très très contraintes de ce point de vue. Ensuite, il y a toutes les contraintes sur la réalisation qui sont arrivées. Donc, on voit en haut à droite un plan des fouilles avec les rampes d'accès pour descendre les pièces des tunnels, des tunneliers, la rampe de la fouille de rejet qui commençait à être énorme, les surcreusements dans les fouilles des stations de pompage. Enfin, et après, il y a tous les pré-designs de soutènement autour de la traversée du mur qui ont été faits. Et on arrivait à des choses à la limite du faisable avec des boutons absolument partout, comme on voit en bas à droite. Donc, ça commençait à être vraiment, vraiment très compliqué. Donc, on arrive à une 5e étape. Et en fait, on s'est dit, mais là, on va peut-être essayer de changer complètement d'hypothèse de base. Et en fait, on va regarder si on ne peut pas faire partir les tunnels à partir en dehors de la zone.
Et donc, quand on est côté mer, là, on a le mur qui est tout à gauche. Et donc, on a 30 mètres à peu près avant la digue provisoire avec la route. Et ensuite, on voit comment est la digue définitive, qui est un peu plus haute, etc. Et ce qui va être intéressant, c'est que 30 mètres, c'était pas énorme, mais au lieu de faire une digue en enrochement, si on met des pales planches et la route, on la pousse un peu sur le côté mer, sachant qu'on ne peut pas aller trop loin parce qu'après, il y a la zone qui est marquée Public Access où on n'a pas le droit d'aller, et ben on arrive quand même à gagner 16 mètres. Et avec 46 mètres, on peut envisager de faire des puits à l'extérieur du mur à partir desquels on va lancer les tunneliers. Et donc ça plaisait pas mal à pas mal de monde parce que d'une part, on n'a plus de contraintes de planning entre la construction des stations de pompage et le lancement des tunneliers. On n'a plus de problème de pente puisqu'on peut allonger la connexion entre les tunnels et les galeries sur toute la longueur, à la fois de la galerie elle-même jusqu'au mur, mais aussi jusqu'à travers le puits, comme c'est présenté en bas à droite. On n'a plus trop de problèmes à la traversée du mur parce qu'on est moins haut et on n'a pas le tunnelier à faire passer. Donc on peut le faire après avoir remblayé pour tenir les terrains, etc. Et par contre, ça coûte beaucoup plus cher. Bon, ça, c'est toujours un peu le problème. Mais donc c'est parti sur des solutions de ce type-là. Donc on avait des diamètres d'une trentaine de mètres de diamètre. Et voilà, on était à 6 mètres à peu près du mur, donc on est à 36 mètres, et on avait 46. Donc, avec 30, on n'y arrivait pas, avec 46, on y arrive. Il a été question d'essayer d'optimiser en prenant le puits le plus gros, celui pour le rejet, et de le ramener à l'intérieur, parce que finalement, là, on n'avait pas de fouille. On s'est dit, plutôt que lui, de le mettre dehors et d'avoir la nappe affleurante à gérer, etc., si on part de l'excavation, on gagne 20 mètres de puits à faire. Mais au final, voilà, ça pouvait être fait parce qu'il n'y avait pas de nappe, il y avait moins de profondeur, etc. Et puis, le rejet, lui, on pouvait le faire en parallèle, quoi. Donc, ça a été essayé d'optimiser pour réduire un peu les coûts. C'était quelque chose qui avait été proposé. Il ne s'est pas fait, en fait, parce qu'à ce moment-là, la contrainte qui a fait changer ça, c'est les pentes, comme je le disais. Donc, il y a une contrainte de monotonie. Et comme on veut éviter de taper, d'une part, les bancs rocheux qui sont marqués en violet là, sur les coupes, mais en plus de manière générale l'argile, puisqu'on préférera creuser dans les sables tout du long, et ben, en fait, c'est le rejet et la pente qui vont nous contraindre. Et donc, les projets où les tunnels avaient fini par descendre pas mal, puisqu'on était descendu jusqu'à moins 32 pour le rejet à un certain point du projet, on revient à moins 23, comme à peu près au départ, et l'amener qui était descendu jusqu'à moins 20, moins 23, on la descend jusqu'à moins 16 ou moins 17, moins 20. Pour des questions de pente. Et donc là, on voit qu'on a à peine à effleurer l'argile en fin de course. Et par contre, on tangente les zones d'exclusion en tête tout du long. Vous voyez également en vert, on voit les zones qui sont prévues d'être injectées ou faites en deep soil mixing ou quelque chose afin de pouvoir faire les traversées, la sortie du puits ou la connexion avec l'intérieur de la zone de fouille. Donc, il y a quand même beaucoup d'interfaces entre le tunnel et les ouvrages, de manière un peu différente à chaque fois. Et le problème qui nous reste à ce stade, ça va être les questions de couverture dans les premiers mètres, parce que en fait, vu qu'on est obligé de remonter les côtes des tunnels si on veut avoir la monotonie et sortir sans avoir à trop manger d'argile, et ben, on se retrouve à être très très haut. Donc, pour éviter les problèmes liés à l'absence en fait de couverture suffisante, on est en train d'essayer de voir quelle longueur de soutènement du terrain superficiel on va devoir mettre en place. Pour le moment, on voit la zone verte, elle est très très probablement quelque chose qui va être étendu assez loin encore, sachant qu'après il y a la mer, on ne peut pas aller trop loin non plus. Donc ça reste à venir de ce point de vue-là. Et on a confirmé le fait qu'en fait, le puits serait bien extérieur, parce que si on remonte trop, eh ben, on revient à une tranchée avec du soutènement et on s'en sort à nouveau plus. Donc, on a bien 3 puits externes, donc ça coûte bien 3 fois une somme assez colossale. Voilà. Donc,
globalement, ce projet, ce qu'on en retient, c'est qu'il y a des contraintes très lourdes d'un point de vue technique, également organisationnel, même si c'est toujours de second ordre, qu'il y a beaucoup de contraintes qui viennent de beaucoup d'acteurs différents. Et donc, ça a conduit à opérer de nombreux changements au fil de la conception, puisque ça, tout ce que je viens de présenter là, c'est à peu près 2 ans de conception, et beaucoup d'acteurs qui sont impliqués. Donc, il y a les clients, il y a le concepteur pour les ouvrages et aussi pour les tunnels, il y a les calculateurs, il y a les constructeurs surtout, puisqu'on sait déjà qui va construire, mais il n'y a pas encore de marché, mais on sait déjà qui va l'avoir. Ça, c'est les joies des projets anglais. Il y a également donc, les géologues, tout un tas de consultants, parce qu'on est en Angleterre. Et donc, tous ces gens-là qui ont des contraintes différentes, qui ont des visions différentes, apportent des choses à chaque fois au projet et font modifier les designs et puis les méthodes de construction influencent le design influence les méthodes de construction, etc. Et donc à chaque fois, le projet évolue dans les 8 étapes que j'ai montrées là. La solution à laquelle on arrive pour le moment, elle permet de découpler pas trop mal la construction des ouvrages et la construction des tunnels, et donc les questions d'interface sont un peu réduites, et également les questions de planning. C'est toute l'interface qui était problématique. On simplifie le passage du mur, et hydrauliquement parlant, on est un peu meilleur, parce que les coudes, le designer de la centrale, il ne met pas trop. Et ensuite, par contre, on a beaucoup d'autres impacts à gérer. Ça va être la modification sur les digues, telles que j'ai montré, des surcoûts liés aux puits externes qu'on va créer, et on a encore à finaliser l'ampleur des renforcements des terrains à terre au-dessus du départ du tunnel, jusqu'à quelle longueur on a besoin d'aller renforcer les terrains pour éviter les blow-out et compagnie. Et puis, il va falloir qu'on fasse attention, parce que les tunnels, jusqu'à présent, on a vu les questions de couverture, mais j'ai aussi un petit peu parlé de quand on arrive à la fin du tunnel, on est toujours dans le sable, mais il y a quand même quelques endroits où on tangente l'argile. Donc on va avoir un peu de front mixte à gérer aussi. Voilà, il va rester un peu de temps pour les questions, c'est bien. Donc là, vous avez, pour finir, une photo du site actuel. Donc on voit encore la nappe affleurante et puis, voilà le site actuel qu'on voit à côté, et la future centrale telle qu'elle est prévue, avec les stations de pompage en bleu à l'avant. Merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup, Baptiste. Dans le chat, il y a une question de Quentin Verret qui est assez longue, donc je vais la synthétiser assez rapidement, qui est la différence entre les tunneliers de HPC, donc de Hinkley Point, et de Sizewell, sachant qu'a priori, sur Hinkley Point, ils avaient des terres plus raides. Hinkley Point, en fait, c'est des marnes, donc oui, ça n'a rien à voir. Là, on va creuser dans du sable sous nappe. De l'autre côté, on était sous nappe aussi, mais on était dans des marnes beaucoup plus costauds. Donc non, là, le tunnelier, ça va pas être le même. Là, ça va être un tunnelier à pression debout, a priori, ce qu'ils appellent un slurry. Alors qu'à Hinkley, c'était pas du tout ça, puisqu'il y avait des molettes. Et ça, après, c'est des... Oui, ça va pas être reconduit, parce que c'est évidemment pas reconductible. De la même manière, il y a des choses... c'est globalement le principal défaut de cette stratégie de refaire exactement la même chose, c'est que le seul truc qu'on ne refait pas exactement pareil, c'est le site sur lequel on s'installe. Et c'est difficile à faire intégrer aux designers. Et donc, notamment, il y avait tout un tas de dispositifs aussi, d'exor, de nappe à Hinkley Point, qu'on ne va pas pouvoir reconduire. Et à l'inverse, il n'y avait pas de mur d'enceinte parce qu'il n'y avait pas de marécage à excaver en premier lieu. Et donc, l'idée même qu'il faille faire un tel ouvrage préalable à la construction, ça n'était pas évident à expliquer à tout le monde. Donc l'adaptation au terrain nécessite un peu de pédagogie. Il va changer. Et bon, innovation, je ne sais pas s'il y a vraiment une innovation, parce que le slurry, ça existe depuis longtemps même, mais il y a de la modification de ce qui est fait, et c'est aussi pour accompagner ces changements-là que les designers et les constructeurs se retrouvent un peu tous ensemble dans ce qu'ils appellent avec le projet la Pre-Alliance, pour tuer un peu ces questions avant qu'elles n'apparaissent. D'accord. Donc Quentin a dit qu'il avait bien apprécié la présentation et la réponse.
Du coup, le tunnelier slurry, il aura des caractéristiques particulières, parce que s'il doit manger un petit peu d'argile, de mémoire, les tunneliers slurry et l'argile, ça fait pas bon ménage. Oui, bah alors après, c'est des tunneliers qui vont avoir entre 8 et 10 mètres de diamètre. Et on n'envisage pas, a priori, avec toutes les reconnaissances qu'on a, on en a beaucoup, comme j'ai pu montrer préalablement, là, je ne sais pas si on les voit sur cette image, mais vous voyez, là, il y a un sondage à peu près au droit de chaque sortie. Il y a les lignes sismiques qui contraignent ça, et donc on n'envisage pas de manger beaucoup plus que 2 mètres d'argile, en gros. Et c'est en pied. Donc, comme elle est pas très costaud, on risque. Bref, c'est mieux que de l'avoir en tête, en haut du tunnelier, la question de contrainte. Donc, le front mixte, a priori, les constructeurs aussi sont confiants sur le fait que ça peut passer sans avoir à l'adapter particulièrement. Vous voyez, juste en jouant sur les paramètres d'avancement. Bon, ça ne paraît pas complètement aberrant, mais effectivement, oui, on essaye quand même de minimiser la proportion d'argile qu'on va avoir à manger. Ok. Est-ce qu'il y a une autre question dans le chat pour ce beau projet de Sizewell? Bon, a priori, c'était très complet et très clair. On va laisser 5 minutes si jamais quelqu'un a un dernier remords. Bon, sinon on va... Mais encore une fois, merci, merci Baptiste. Et puis on va essayer de passer à Christian Noubici sur la sensibilité des couches sur la réponse du sol et les cas des lignes 12 et 16. Donc j'imagine que c'est des lignes parisiennes. Donc on va quitter l'Angleterre pour revenir en France. Merci à tous, j'ai rendu la main normalement. Merci, ouais. Trackbell, j'imagine que c'est Christian qui a repris la main. Effectivement, bonjour à tous. Alors, j'essaie de m'installer rapidement. Est-ce que le partage d'écran est réussi? Oui, ça fonctionne parfaitement. Super. Alors, rebonjour à tous. Je suis Christian Noubici. Je vais vous parler de la sensibilité des couches sur la réponse du tunnel, sur la réponse du sol au creusement du tunnel, le quart de la ligne 12 et de la ligne 16. Ce travail est une partie intégrale de mon sujet de thèse qui s'intitule « Comportement des tunnels pressurisés en milieu urbain ». C'est un projet qui est une collaboration entre Tractebel, Engie et Centrale Supélec. Mon directeur de thèse, c'est Guillaume Puel et mes encadrants sont Fernando Lopez Caballero et Reza Terezadek. L'augmentation de la population dans les agglomérations entraîne une demande croissante en termes d'infrastructures de transport, ce qui oblige les pouvoirs publics à lancer des projets d'amélioration des systèmes de transport. Parmi ces systèmes de transport, le transport souterrain est de plus en plus privilégié. La construction de tunnels engendre une modification de l'état d'équilibre du sol, ce qui peut occasionner des dégâts sur les structures et les infrastructures avoisinantes. Il est donc important de pouvoir prédire ces déformations afin de prendre des mesures nécessaires qui permettraient d'éviter toute catastrophe qui pourrait éventuellement se produire. Il existe plusieurs méthodes de construction de tunnels. Nous pouvons citer des méthodes conventionnelles, à l'exemple du creusement à l'aide des machines à point d'attaque, par des explosifs également. Et il y a cette méthode récente qui est l'utilisation des tunneliers. La réussite
d'une méthode de construction par le tunnelier nécessite l'application d'un certain nombre de pressions. Si les pressions appliquées par le tunnelier sont élevées, nous pouvons assister à un blowout. En revanche, si ces pressions sont très basses et en fonction de la couverture du sol, on peut assister à l'apparition d'étassements en surface. Les précédentes recherches ont montré que dans le cas d'un tassement de sol, le profil de la cuvette de tassement dépend en grande partie de la nature du sol et de la profondeur du tunnel. L'amplitude des tassements, le tassement différentiel et la zone d'influence des tassements sont des principaux paramètres à prendre en compte pour l'analyse de la vulnérabilité des bâtiments qui se trouvent à proximité du tunnel. La vulnérabilité est l'étude de la probabilité pour qu'un certain événement se produise. Les ingénieurs ont donc tenté ou alors essayent de prédire les déformations qu'induirait la construction du tunnel pour pouvoir anticiper sur les éventuels impacts sur les structures avoisinantes. Les méthodes utilisées de nos jours sont analytiques, numériques et empiriques. Les méthodes numériques ont longtemps fait leurs preuves. Seulement, la réussite d'une telle approche repose en grande partie sur la loi de comportement et sur les conditions de bord du modèle. Le caractère hétérogène des sols confère une certaine incertitude sur ces paramètres et par conséquent sur la réponse du sol, c'est-à-dire dans notre cas, sur la cuvette de tassement. Dans le but de mieux comprendre, de quantifier et de prévenir ces déformations, en basant notre application sur la ligne 12 et sur la ligne 16, cette présentation essayera d'illustrer le comportement du sol vis-à-vis du creusement du tunnel, la capacité des méthodes numériques à prédire les déformations et l'influence des couches de sol lorsque le tunnel est creusé dans une formation stratifiée. Parlons de la modélisation numérique. La modélisation 3 dimensions permet de mieux prendre en compte l'ensemble des phénomènes complexes qui se produisent lors du creusement du tunnel et ainsi de mieux prédire la cuvette de tassement ou la réponse du sol Seulement, cette modélisation a 3 inconvénients majeurs. La première, c'est l'effet de bord du modèle. La deuxième, c'est le fait qu'elle nécessite des ordinateurs puissants dotés d'énormes espaces de stockage. Et la troisième, c'est le temps de simulation. Les ingénieurs, pour pallier donc à ce problème, font généralement recours à la modélisation 2 dimensions. La modélisation 2 dimensions que nous avons adoptée ici nécessite le développement ou alors nécessite de trouver une pression fictive qui permet de transformer l'ensemble des pressions 3 dimensions en une pression 2 dimensions. L'approche probabiliste pour l'analyse de la vulnérabilité nécessite un grand nombre de simulations numériques et donc un temps de calcul important, même pour des approches 2 dimensions. La solution que nous proposons, c'est le développement d'un métamodèle basé sur des approches intelligence artificielle. Alors, dans cette présentation, je ne parlerai pas de cette métamodélisation, mais je vous présenterai quelques résultats. Avec la modélisation 2 dimensions, il est possible de retrouver le jeu de paramètres qui permet d'obtenir une cuvette de tassement proche des observations. Donc, dans la suite de cette présentation, je vais vous expliquer la méthodologie que nous avons mis en place pour réussir une bonne analyse inverse. Alors, cette procédure se base principalement sur 5 étapes. La première, c'est la détermination du résultat expérimental. Dans notre cas, ce sont des observations.
La deuxième, c'est le développement du modèle numérique. Nous sommes partis sur un modèle 2 dimensions. La troisième, c'est de trouver une fonction qui représente l'écart entre le résultat numérique et les observations pour essayer de quantifier ou alors d'étudier comment évolue le résultat numérique en fonction des observations. La quatrième, c'est effectivement le calcul de cette fonction objectif, et la cinquième, c'est la déduction du jeu de paramètres optimal pour avoir la valeur minimale de cette fonction objectif. Pour valider cette démarche, nous l'avons appliquée sur la ligne 12 et sur la ligne 13. Là, je vous présente les résultats sur la ligne 12. Lors de l'excavation d'un tunnel IA, nous plaçons généralement en surface des capteurs pour enregistrer le mouvement du sol en fonction de la position du tunnelier. Sur la figure de droite, on voit très bien pour un capteur l'évolution des tassements en fonction de la position du tunnelier. Et après le passage du tunnelier, on voit très bien que le tassement maximal se stabilise. La section en trait interrompu noir représente notre section d'étude. La cuvette de tassement transversal est obtenue par la méthode moindre carré en utilisant la formulation de Peck. Peck, en 1969, a démontré que pour une configuration en champ libre, le profil transversal de la cuvette de tassement suivait une forme gaussienne qui peut être calée avec deux paramètres, notamment le tassement maximal et le point d'inflexion. Nous avons donc utilisé une loi de comportement élastoplastique non linéaire avec écrouissage qui est implémentée dans plusieurs logiciels d'interaction sol-structure, notamment dans le logiciel ZSOI. Cette loi de comportement prend en compte le fait que le module du sol évolue en fonction de sa déformation. Des essais in situ, notamment des essais pressiométriques, sont menés donc en amont pour essayer de déterminer le module pressiométrique du sol et nous pouvons déduire du module pressiométrique le module de déformation du sol. Nous avons donc appliqué cela sur la ligne 12 et sur la ligne 16 et comme résultat, nous pouvons très bien caler le résultat numérique nous pouvons très bien caler notre résultat numérique sur des observations. Pour la ligne 12, on cale très bien le tassement maximal qui est de 5,8 mm et un point d'inflexion qui représente en quelque sorte la largeur de la cuvette de tassement qui est à 8 mètres. Et pour la section SMR 22 de la ligne 16 du projet Grand Paris, nous avons un tassement maximal de 3 mm et un point d'inflexion qui est à 14 mètres de l'axe. Ayant fait ceci, il est donc important d'essayer de voir quelle est l'importance que chacune de ces couches peut avoir sur la réponse, notamment sur le tassement maximal et sur le point d'inflexion. Pour cela, nous avons mené une analyse de sensibilité globale, puisqu'il existe plusieurs approches pour l'analyse de sensibilité. L'analyse de sensibilité, c'est la quantification de l'importance que chaque paramètre d'entrée peut avoir sur la réponse d'un modèle. Il existe plusieurs indices de sensibilité. Nous nous sommes appesantis sur l'indice de sensibilité de premier ordre et l'indice de sensibilité d'ordre total. L'indice de sensibilité de premier ordre regarde tout simplement l'influence qu'un paramètre unique peut avoir sur le résultat. Par contre, l'indice de sensibilité d'ordre total regarde à la fois l'influence que le paramètre seul a sur le résultat, mais également son interaction avec les autres paramètres d'entrée. Nous avons déterminé donc pour la suite les indices de sensibilité à l'aide
des approches basées sur l'analyse de la décomposition des variances. Notamment, nous sommes partis avec des approches FAST. Pour l'indice de sensibilité de premier ordre, nous avons utilisé le Random Balance Design FAST. Et pour les indices de sensibilité d'ordre total, nous avons utilisé le Extended FAST. Sur cette diapo, je vous présente le résultat de la ligne 12. Pour les paramètres de sol, c'est-à-dire pour les paramètres d'entrée, nous sommes partis sur les modules de déformation des couches. Et nous avons pris par mesure de simplification une loi de distribution uniforme. On remarque que l'indice de sensibilité totale et de premier ordre, tant pour le tassement maximal que pour le point d'inflexion, ont la même valeur. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'interaction entre les différents modules. Donc, si on considère, alors notre logiciel c'est une boîte noire, on suppose, alors on peut conclure que dans cette boîte noire, il n'y a pas d'interaction entre ces modules-là. Alors, pour obtenir l'indice de sensibilité de premier ordre, nous avons fait 1000 simulations. Et pour les indices de sensibilité d'ordre total, nous avons fait 4000 simulations. Parlant du tassement maximal, nous avons des couches. Nous avons que le module du calcaire de Saint-Ouen et celui du sable de Beauchamp supérieur sont plus influents. Alors, je rappelle, dans la stratigraphie que j'ai présentée plus haut, le calcaire de Saint-Ouen a l'épaisseur la plus grande et le sable de Beauchamp supérieur est situé en clé du tunnel. Pour le point d'inflexion, nous avons par ordre le module du calcaire de Saint-Ouen, du sable de Beauchamp supérieur et du sable de Beauchamp inférieur qui ont une influence sur le point d'inflexion. Pour la ligne 16, pour la SMR 22 de la ligne 16, nous avons jugé nécessaire de calculer tout simplement les indices de sensibilité de premier ordre. Et pour le tassement maximal, le sable de Beauchamp supérieur qui est effectivement situé, qui a non seulement une très grande épaisseur, mais situé au niveau de la clé à 80%, influence sur le tassement maximal à 80%. Par contre, pour le point d'inflexion, la manne et caillasse qui est située dans la partie inférieure du niveau de l'axe du tunnelier influence sur le point d'inflexion à 60%. Nous sommes tous d'accord que le nombre de simulations pour obtenir ces résultats, c'est très élevé. Par conséquent, ça demande beaucoup de temps de calcul. Pour pallier donc à cela, nous avons développé un métamodèle basé à la fois sur des techniques d'apprentissage supervisées et des techniques d'apprentissage non supervisées. L'objectif de ce métamodèle, l'objectif de ceci, c'est donc de trouver exactement le même résultat que des méthodes aux éléments finis, mais en réduisant énormément le temps de calcul. Je présente donc l'analyse de sensibilité obtenue avec notre métamodèle où, pour la ligne 12, nous avons exactement le même résultat que celui obtenu avec les méthodes aux éléments finis. En exploitant les résultats en termes de tassement maximal et de point d'inflexion, on peut déduire la loi de probabilité sur ces paramètres-là. On constate que le tassement maximal, pour sa loi de probabilité, la moyenne tend pour la ligne 12, ceci c'est pour la ligne 12, sa moyenne tend vers 6 mm et son point d'inflexion tend vers 8,5 mètres. Pour la ligne 16, la moyenne du tassement maximal tend vers 3,5 mm et le point d'inflexion, sa moyenne tend vers 14,5 mètres.
Et en même temps, on a l'évolution de l'écart type. Donc, on peut donc trouver la loi de probabilité sur le tassement maximal sur le point d'inflexion. Ceci nous permet donc de facilement prendre des décisions en ce qui concerne des phases avant projet ou d'exécution. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette présentation? L'objectif était de déterminer l'influence des couches sur la réponse du sol lorsque le tunnel est creusé dans une formation stratifiée. Pour cela, nous avons développé une méthodologie optimisée. Nous avons développé une méthodologie pour réussir une analyse inverse. L'objectif de cette méthodologie était de déterminer le jeu de paramètres qui permettrait d'obtenir un résultat numérique plus proche des observations. Et nous l'avons appliqué sur la ligne 12 et sur la ligne 16 pour sa validation. Ensuite, avec les méthodes FAST, qui sont des méthodes basées sur l'analyse de la décomposition de la variance, nous avons déterminé la sensibilité des paramètres des différentes couches sur le tassement maximal et sur le point d'inflexion, étant donné que nous avons démontré a priori qu'avec ces deux paramètres, nous pouvons retrouver la réponse du sol dans une configuration du champ libre. Pardon. Seulement pour déterminer les indices de sensibilité, nous avons besoin d'un très grand nombre de simulations. Ce qui induit donc un très grand nombre, ce qui induit donc un temps important de calcul. Pour pallier donc à ce problème, nous avons développé à l'aide des techniques, des méthodes d'intelligence artificielle, un métamodèle qui permettrait de gagner en temps de calcul. Nous avons enfin déduit sur les lois de probabilité sur le tassement maximal et sur le point d'inflexion. C'est le lieu ici de mentionner le fait que cette méthodologie peut également être appliquée dans différents problèmes d'interaction sol-structure autres que des tunnels. Dans la suite de ce travail, et pour le compléter, il serait intéressant d'étudier la variabilité spatiale des couches, aussi bien transversale que dans le sens longitudinal du tunnel, afin de voir la corrélation entre les différentes sections le long du tracé du tunnel. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Christian, pour cette présentation très précise et fouillée. Bon, on entend mon écho dans ton micro, mais merci beaucoup. Donc, un vrai travail en profondeur. Je regarde sur le chat, mais je n'ai pas vu de questions, donc j'imagine que tout le monde a tout compris. Éventuellement, je vais peut-être me lancer à poser une première question. C'est le métamodèle du coup que vous avez développé. Est-ce que vous pouvez le réutiliser sur d'autres projets ou sur d'autres sections des projets de la ligne 15 et de la ligne 16? Alors, l'objectif effectivement de développer ce métamodèle est de pouvoir l'exploiter. Donc, sur la ligne 16, parce qu'actuellement, nous travaillons sur cette ligne-là, sur la ligne 16, nous avons développé ce métamodèle. Lorsque nous avons commencé avec l'excavation par le tunnelier, nous avons recueilli les premières mesures. Et à l'aide de ces premières mesures, nous avons donc développé ce métamodèle.
Donc, on peut donc très bien utiliser ce métamodèle et d'ailleurs, c'est ce qui est fait pour extrapoler, pour essayer d'extrapoler et de prédire les déformations des sols avant que le tunnelier n'escave. Donc, on développe initialement le métamodèle, on extrapole à l'aide du métamodèle les possibles apparitions des tassements en surface pour mieux anticiper sur les éventuels dégâts que cela pourrait causer au niveau des avoisinants. Ok, alors, j'ai pas été très bon sur la question. Il y a pas mal de questions. Oui, il y en a pas mal de questions, j'avais pas vu, je me suis trompé il y a Jacques, alors, il y a une question assez précise. Il y a pas mal de questions sur les mesures in situ, sur les essais pressiométriques qui ont été réalisés, notamment s'ils ont été réalisés avec plusieurs cycles de mise en pression pour caractériser le terrain. C'est une question de Jacques Monet. Alors, pour répondre à cette question, je ne pourrais pas donner une réponse précise et sûre parce que les mesures in situ qui ont été menées, notamment des mesures pressiométriques, ce que nous avons ou alors ce que j'ai à ma disposition, c'est le résultat après traitement de ces mesures. Donc, je ne sais pas exactement ce qui est fait en amont. J'exploite le traitement de ces mesures, notamment tous les résultats qui sont présents dans le cahier B, que ce soit de la ligne 12 ou de la ligne 16. D'accord. Donc, bon. je ne saurais donner une réponse précise à celle-là. Donc, on ne va pas reprendre l'autre question de M. Monet sur la qualité des sondes pressiométriques utilisées. Il y a une autre question sur les mesures théodolites automatisées et sur la précision des mesures. Mais Christian, je sais pas si tu as quelque chose à préciser là-dessus. Alors, alors, pour les mesures, effectivement, qu'il y a une précision sur le théodolite qui vise chaque capteur. Et il y a aussi l'influence même que ce soit la température, si nous sommes en hiver ou en été. Mais avant, alors les résultats que j'ai présentés ici sont des résultats après traitement de toutes ces mesures-là. Donc, effectivement, il y a l'effet de la température sur le résultat ou alors sur le point visé, sur la valeur que le théodolite vise. Il y a aussi la précision du théodolite. Donc, mais tout ça est pris en compte et nous avons traité ces problèmes en amont. Ok, merci Christian. Je pense que ça répond à la question. Il y a une autre question de Rosol Medizadet qui demande si la corrélation entre les variables d'entrée ont été prises en compte dans l'analyse de sensibilité. Alors ici, non. Comme j'ai dit, nous sommes partis avec un cas très simple. On suppose qu'il n'y a pas de corrélation entre les différents paramètres d'entrée. Effectivement, c'est vrai que dans la réalité, il pourrait avoir cette corrélation-là. Ça aussi, c'est ce que nous essayerons de faire dans la suite, d'intégrer effectivement la corrélation entre les différents paramètres d'entrée et de voir effectivement comment chaque paramètre d'entrée, son influence sur la sortie, notamment sur le tassement maximal et sur le point d'inflexion. Et essayer de mesurer ou alors de bien interpréter cette corrélation entre les paramètres d'entrée, entre leur influence sur les paramètres de sortie. Bon, il y a de plus en plus de questions qui arrivent, donc merci beaucoup à toute la communauté qui est bien intéressée et qui pose des questions bien pointues sur le sujet. Donc on va continuer un peu sur le sujet.
Il y a Adrien Roulet qui demande si si votre thèse sera publiée et si elle pourra être utilisée sur d'autres projets. Bien sûr. Alors actuellement, je viens de commencer la 3e année, donc bien entendu, la thèse sera publiée. Actuellement, nous avons rédigé 3 articles dessus. Il y a 2 articles qui sont publiés. Il y a un article que nous avons soumis à l'AFTES 2020. Cet article-là traite beaucoup plus de la modélisation. Il y a un autre article que nous avons soumis à l'IAMA qui aurait dû avoir lieu en Italie en 2020 également, où nous avons traité aussi de cette partie de cette sensibilité des paramètres sur la réponse du modèle. Maintenant, pour parler de la réutilisation de ce travail, effectivement, l'objectif, c'est de donner une méthodologie. C'est de dire que, OK, c'est vrai que des projets sont différents, mais avec cette méthodologie, si quel que soit le projet, cette méthodologie s'y peut être adaptée. Et pour avoir vraiment une certaine confiance en cette méthodologie, c'est pour ça que nous essayons de la valider sur des projets concrets. Donc, bien entendu, il y aura une publication ou alors il y aura une publication des résultats de cette thèse et cette méthodologie peut être exploitée dans d'autres projets. Merci Christian. J'ai une autre question de Nicolas Gilleron qui demande si vous avez envisagé d'autres lois de comportement que HSM. Alors, et si on peut préciser les paramètres K utilisés. Ouais. Alors, a priori, nous avions fait une comparaison entre les lois de comportement. Nous avons fait une comparaison entre Moore, Coulomb, HSM et même cette version avancée des HSM. Et puis même dans la littérature, nous avons effectivement vu des auteurs qui ont confirmé que parmi les lois de comportement qu'ils ont étudiées ou alors qu'ils ont exploitées, la loi HSM paraît celle qui représente au mieux les résultats. Je pense que, de peur de me tromper, je pense que Nicolas Gilleron a développé une loi de comportement pour essayer effectivement de résoudre ce problème, notamment la largeur de la cuvette de tassement. Alors, et malheureusement, d'après mon information, cette loi de comportement est implémentée dans un outil de calcul que nous n'avons malheureusement pas accès à cet outil de calcul pour essayer effectivement d'exploiter cela ici. Et sur le paramètre K, il n'est pas possible de connaître a priori la véritable valeur de ce paramètre K. Donc, ce que nous avons fait, nous avons essayé en fonction de plusieurs projets, notamment la ligne 12, la ligne 16 et la ligne 15. La ligne 15 sud, sur plusieurs sections de la ligne 15 sud, nous avons essayé de caler ce paramètre K avec notre méthode d'optimisation. Nous avons pris plusieurs approches parce que nous avons premièrement considéré un cas unique pour toutes les couches. Ensuite, nous nous sommes dit le comportement d'une couche en fonction de sa nature peut être différente. Et dans la littérature, effectivement, on voit que des auteurs proposent des cas différents quand nous sommes dans un sable ou bien nous sommes dans une argile. Donc, on a donc fait cette étude-là et puis on a effectivement essayé de caler le cas en fonction si nous sommes dans une argile ou bien si nous sommes dans un sable. D'accord. On va prendre une dernière question avant de passer à la présentation suivante de Nguyen Hiutoan qui demande si les valeurs de tassement moyen sont de l'ordre de 3 à 6 mm. Est-ce que ces valeurs sont bien des valeurs mesurées ou ce sont des valeurs relativement faibles dues à des
à des erreurs numériques, plus qu'un phénomène physique. Mais je pense que ça fait partie de votre traitement initial des données d'entrée. Bien, alors je remercie Nguyen pour cette question parce qu'effectivement, ça me donne la possibilité de revenir sur ce point. Nous avons fait une approche probabiliste pour essayer de prendre en compte le caractère hétérogène des sols. Cette approche probabiliste nécessite donc une variation sur les paramètres de sol. Donc, avec les résultats, pour revenir un peu sur les résultats in situ, avec le résumé de ces résultats in situ, nous pouvons avoir un ensemble de valeurs que peut prendre le module d'un sol. Parce que nous avons notamment la moyenne et nous avons l'écart type. Donc, avec cette moyenne et cet écart type, on peut donc générer des possibles valeurs du module du sol. Avec donc ces possibles valeurs du module du sol, on lance des simulations numériques. Et c'est le résultat de ces simulations numériques qui nous ont donc permis d'obtenir la loi de probabilité pour le tassement maximal et pour le point d'inflexion. Avec donc cela et en regroupant ces résultats, on s'est rendu compte, là c'est pour le cas de la ligne 16, on s'est rendu compte que le tassement maximal dans notre configuration, avec notre approche simple, où nous avons tout simplement dit que le module suit une loi de distribution uniforme, nous avons la valeur minimale, nous avons la valeur maximale du module. En faisant donc une approche probabiliste, générant plusieurs simulations, on a obtenu que le tassement maximal doit être entre 2,5 mm et 5 mm. Et suivant cette loi de distribution qui se qualifie avec sa moyenne qui est 3,5 et son écart type qui est 0,5 mm. Je ne sais pas si je suis clair. Je ne sais pas si Nguyen peut nous dire si ça répond à ces questions. Sinon, on va enchaîner sur la présentation suivante pour à peu près respecter les horaires. En tout cas, merci beaucoup Christian pour cette présentation très, très précise et puis la réponse aux questions de la communauté qui était aussi intéressée et aussi pointue. Donc, on va passer à la présentation du projet du Citral. Avec Rodolphe Minier et Arnaud Auchard et Romain Prost sur le traitement des terres et des entrées et sorties des tunneliers sur la prolongation du métro B. Alors, j'ai vu que Rodolphe était parmi nous. Romain, est-ce que tu veux partager la présentation à tout le monde? Ouais, c'est ce dont on a convenu. C'est ce dont on est convenu. Pardon. Donc, bonjour à toutes et tous, Rodolphe Munier, Citral. Je suis responsable, je suis directeur opérationnel du prolongement de la ligne B du métro à Lyon. En quelques minutes, je vais vous présenter juste le Citral et le projet. Et puis après, Romain Prost, maîtrise d'œuvre du chantier dans un groupement Aegis Sistra, et lui, il est chez Sistra. Et puis Arnaud Auchard de Implenia, à qui on a confié le creusement du tunnel et la réalisation d'une station. Vous expliquerons en détail les entrées et sorties du tunnelier. Alors, le Citral, qu'est-ce que c'est? Le Citral, c'est un syndicat mixte, c'est l'autorité organisatrice des transports. Le périmètre d'action, c'est sur tout le département du Rhône. Le réseau principal, le réseau phare, on va dire, qui est connu, c'est le réseau TCL que vous voyez en rouge, qui est sur l'agglomération de Lyon, à peu de choses près. Voilà, il y a 4 lignes de métro, il y a 7 lignes de tramway, et puis des lignes de trolleybus, de bus, de funiculaire. On a du métro avec conducteur, du métro sans conducteur, du métro avec crémaillère. C'est un vrai laboratoire des transports en commun.
Et puis d'autres, le Citral est aussi responsable du réseau de transport urbain sur Villefranche, et c'est ce qu'on voit en violet, les cars du Rhône en bleu. Un service de transport à la demande pour les personnes à mobilité réduite, Optibus, et puis Rhône Express, qui est le service express, un tramway express entre l'aéroport et Lyon. Voilà le champ d'action du Citral. Donc, autorité organisatrice de la mobilité pour les transports urbains. Donc, c'est le Citral qui finance tous les transports en commun sur le périmètre que je viens de vous indiquer. Et pour des projets d'investissement, de développement du réseau, le Citral assure la maîtrise d'ouvrage et on est propriétaire de toutes les infrastructures, tous les équipements, toutes les rames, tout l'immobilier, etc. Par contre, la partie exploitation, le Citral, c'est une petite structure, enfin une petite structure, ça commence à grossir, mais on est environ 120-130 personnes. Et par contre, toute l'exploitation des réseaux est déléguée à des sociétés privées. Donc, on a 7 délégations de services publics sur l'ensemble du territoire du Citral, là, sur le département du Rhône. Et par exemple, l'exploitation du réseau TCL qui est délégué à Keolis Lyon en ce moment, c'est un contrat qui est remis en concurrence tous les 6 ans. Chez Keolis Lyon, ils sont 4500 pour assurer la conduite, la maintenance, le contrôle, etc. Et c'est aussi le Citral qui décide de la tarification. Voilà, dans les grandes lignes, le rôle du Citral. On a un budget annuel qui est un peu en dessous d'1 milliard d'euros. Alors, vous voyez sur la partie recettes en bleu, il y a presque 40% qui viennent du versement transport. Donc, c'est une taxe payée par les entreprises qui sont desservies, enfin, qui sont dans le périmètre desservi par les transports en commun et qui est indexée sur la masse salariale. Bon, la deuxième recette, ensuite, c'est payé par les clients du réseau en rouge. Mais on voit que c'est un gros quart, hein, 28% seulement. Et puis en gris, c'est la participation des collectivités locales. Donc si on enlève ce qui est payé par les collectivités locales, et qui vient des impôts locaux, hein, c'est tous les habitants qui les payent, si on enlève ce qui est payé, les taxes payées par les entreprises, finalement il faudrait multiplier le prix du ticket presque par 4, par 3 à 4, et qu'il y ait autant de gens dans les transports en commun juste pour équilibrer le budget. C'est ça que ça veut dire. Donc payez vos titres de transport, parce que sinon c'est toute la collectivité, toute la société qui paye pour ceux qui fraudent. Un petit message pédagogique et civique en même temps. Les dépenses du Citral, du coup, c'est aussi un peu inférieur à 1 milliard. Un budget, c'est forcément équilibré. On voit que la grosse majorité part dans l'exploitation au quotidien du réseau, juste le faire fonctionner, c'est plus de la moitié. Et puis on a un tiers de ce qu'on appelle dépenses d'équipement, donc qui sont plutôt de l'investissement. Et dans cette partie-là, on a à peu près une moitié qui est du gros entretien, vraiment de l'investissement pour le renouvellement, du rachat de bus, du gros entretien de stations, de dépôts, etc. Et une moitié à peu près qui va dans les projets neufs, donc environ 150 millions à 200 millions suivant les années et les périodes du mandat pour développer le réseau. Notre projet, le prolongement de la ligne B du métro, donc aux Hôpitaux Sud. C'est un projet qui dessert le sud-ouest de l'agglomération. Donc, comme on le voit sur la carte, voilà, on a l'agglo de Lyon et le projet il dessert le sud-ouest. L'objectif principal, c'est justement de faire une porte d'entrée du sud-ouest de l'agglomération et de desservir ce secteur qui ne l'est pas beaucoup. Et voilà, si on zoome dessus, on a un terminus là qui est à la gare d'Oulin et le projet va être prolongé, c'est ce qu'on voit en pointillé avec 2 stations. Une station Oulin Centre sur laquelle il y aura un zoom et une station devant les Hôpitaux Sud, tout au sud, là, pour desservir un grand complexe hospitalier et étudiant en médecine et un futur quartier qui va se développer. On construit là aussi un parc relais pour la multimodalité. Et voilà. Le projet est... ah oui, très important, les différents acteurs, bien sûr, il n'y a pas que le Citral qui bosse. Vous avez là un condensé des principaux acteurs qui sont sur le projet. Donc, vous voyez, en maîtrise d'œuvre générale, on a un groupement Aegis Sistra avec Atelier Chal et AZC, donc Romain Prost qui va me succéder dans la présentation, et une éminente personne de chez Sistra. Et puis, les marchés de génie civil ont été allotis en 3 marchés. Le marché principal qu'on appelle GC1,
C'est Implenia de Mathieu Hébard qui l'ont récupéré. On a un deuxième marché de génie civil attribué à NGE, un groupement NGE, et qui lui fait une station, la station Hôpitaux Sud. Et puis le marché de génie civil GC3 attribué à Maya Saunier pour construire un puits d'accès des secours et de désenfumage. Et puis on a bien sûr des contrôleurs techniques OQA. Et puis des AMO qui ne figurent pas forcément là-dessus non plus. Et voilà. Romain, je te laisse prendre la suite. Ok. Moi, Romain Prost, j'appartiens au groupement de maîtrise d'œuvre Méliès pour la société Sistra. Donc, on va vous parler des entrées et sorties de terre du tunnelier Colline. Moi, je vais surtout vous parler un peu des problématiques auxquelles il fallait répondre, les contraintes du projet et les choix qui ont été faits pendant la conception. Et l'exécution sera présentée par Arnaud Auchard du groupement d'entreprise. Donc les problématiques, pour les entrées et sorties de terre d'un tunnelier, ce qu'on souhaite avant tout, c'est de limiter les perturbations sur le terrain derrière les parois moulées des ouvrages, et donc de limiter les impacts en surface. Et ça, c'est un grand classique. On souhaite ne pas avoir de tassement, de résurgence ou de soulèvement aux entrées et sorties des ouvrages. Également, un des autres points, c'est que quand on rentre dans un ouvrage, on veut que ce soit étanche et donc on ne fasse pas rentrer la nappe dans l'ouvrage en question. Et donc assurer l'étanchéité de la connexion tunnel-ouvrage jusqu'au scellement de l'anneau définitif dans la paroi moulée. Ça, c'est pour les sorties de terre. Donc la problématique est posée. Je vais vous parler un peu du contexte de notre projet rapidement. Donc là, vous voyez le profil en long du projet. On a une extension de 2,5 km de la ligne B du métro. La géologie est constituée principalement d'alluvions récents, avec une petite différenciation entre les alluvions récentes qui sont plus fins en surface et après des alluvions plus sableuses, la couche intermédiaire, et la couche orange que vous voyez, ce sont des alluvions anciens, très perméables, et enfin un substratum granitique. Donc le but de l'idée derrière le choix des dispositifs d'entrée et de sortie en terre, c'était surtout de garantir au niveau de la station Oulin-Centre le démarrage du tunnelier au tympan sud qui se fait avec un bâtiment en R+10 à 2 mètres de la paroi moulée. Donc ça, c'était un des points importants du projet. Et donc si on regarde la géologie à cet endroit-là précisément, au niveau du tympan de la station Oulin-Centre, on voit bien qu'on a donc une couche à peu près la première couche d'alluvions récents, donc qui est surtout limono-sableuse. Après, on a un changement de couleur sur la couche intermédiaire d'alluvions récents qui a des faciès parfois morainiques et qui a un mélange vraiment pas homogène, mais un mélange de toutes les granulométries. On a du très fin, très argileux jusqu'à des blocs. Et enfin, on voit la couche d'alluvions anciens qui est principalement constituée de gros galets et de sable. Là, la récupération que vous voyez sur la photo est relativement faible parce que c'était pas un carottier sonique. Au niveau de la station Oulin-Centre, on a également une petite lentille limoneuse qui se trouve à peu près au niveau du radier de la station. Et enfin, le substratum granitique qui est plus ou moins fracturé en partie basse. Donc voilà le contexte géologique pour le démarrage sous le bâtiment R+10 qui est vraiment très très proche du tympan de la station. Donc, je vous parlais donc du contexte en surface. On a des contraintes assez fortes en surface. La station, elle est rentrée au chausse-pied dans une place. Elle fait 70 mètres de long. Et le bâtiment que vous voyez ici, là, le Candide R+10, il est vraiment à 2 mètres de la paroi moulée. Vous avez toute une ribambelle d'autres stations, d'autres bâtiments plus anciens et assez sensibles aussi.
Donc les capacités de traitement de terrain dans cette zone-là étaient assez compliquées. On a pensé à faire du traitement de terrain donc pour faire des bouchons injectés en entrée et en sortie, mais il n'y a pas beaucoup de place. La géologie est très hétérogène. On risque de déstabiliser le terrain sous les bâtiments sur lesquels le tunnelier va passer. Donc il y a un aléa sur l'efficacité du traitement de terrain qu'on ne pouvait pas se permettre, et une proximité des avoisinants vraiment dont certains sont épuisés et très sensibles aux vibrations et aux tassements. Donc c'était compliqué de faire des traitements de terrain. Et donc nous avons choisi de mettre en place un système de cloches pour les entrées et sorties de terre dans les ouvrages. Alors pourquoi une cloche? Je vous l'ai déjà dit, donc au niveau de la station Oulin-Centre, le contexte urbain fait que c'était compliqué de faire des injections et on voulait vraiment assurer le moins de tassement possible, enfin une sortie de terre, une entrée en terre pardon, au niveau de la station Oulin-Centre maîtrisée. Et donc pour maîtriser cette entrée en terre, on a imposé au marché l'utilisation de cette cloche. Et on a aussi imposé de tester le dispositif de la cloche dans les ouvrages avant la station Oulin-Centre. Donc vous voyez ici qu'il y a le puits d'attaque. Au puits d'attaque, il n'y avait pas forcément besoin d'un dispositif de type cloche pour démarrer, mais il a été installé. À la station Puiteaux Sud, pareil, on a fait une sortie de terre dans une cloche et une entrée en terre avec la même cloche qui a été réutilisée. Tout ça dans l'optique de maîtriser l'utilisation de cette cloche quand on arrivait dans la station Oulin-Centre. Parce que les enjeux étaient très importants, on a beaucoup de bâtiments sensibles en pisé, encore une fois, je le répète, et donc il fallait que ce processus d'entrée et sortie de terre dans la cloche soit vraiment maîtrisé par l'entreprise qui réalise les travaux. Donc c'est pour ça qu'on a testé. Donc voilà, et là c'est le puits d'attaque qui permet de démarrer, qui a lancé le tunnelier. Et donc c'est un tout petit puits de 35 mètres. Et on a quand même imposé de mettre une cloche dans ce petit puits-là, alors qu'un bouchon injecté aurait été possible, parce qu'en surface c'était un champ de patates. Et là, dans la station HLS, donc qui est en face des hôpitaux Lyon Sud, c'est le même système. La cloche a été utilisée pour la sortie de terre du tunnelier et pour l'entrée en terre, ce qui a permis donc d'améliorer encore la maîtrise du procédé, de l'étanchéité de la cloche, la mise en pression, pour pouvoir garantir une bonne maîtrise du processus par l'entreprise quand on arrivait donc dans la station Oulin-Centre. Et je passe la main à Arnaud qui va vous parler donc de l'exécution. Je vais essayer de prendre la main. Et ça a l'air de marcher. Oui. Exécution, on a donc installé une cloche. J'arrive pas à... si ça marche. Donc le principe de la cloche, c'était comme Romain l'a dit, c'était de garantir un confinement dans la chambre d'abattage jusqu'au scellement des premiers anneaux définitifs. Donc la cloche, juste en quelques chiffres, c'est 250 tonnes. Ce sont 5 anneaux. Donc les anneaux, ce sont vraiment les segments transverses. Et un masque avec 4 segments chacun. Donc là, vous en voyez 3. Il y a un 4e segment pour le berceau en fonction si on est en entrée ou en sortie de terre. On n'a pas tout le temps installé le berceau, mais on a mis du béton coulé en place pour les sorties de terre. Le masque de 150 tonnes pour la sortie et un bâti de réaction qui est utilisé et pour l'entrée et pour la sortie. Donc c'est ce qu'on appelle communément le bâti de poussée pour l'entrée en terre. Et cette cloche a l'avantage de pouvoir être utilisée dans les deux sens et nous servir et à l'entrée et à la sortie de terre. Et on verra tout à l'heure qu'on a mis en place des moyens de ripage pour que ça se fasse relativement rapidement. Donc la sortie de terre,
grâce à la fermeture de cette enceinte, avec le masque que vous voyez là, qui est une grosse structure métallique, et le bâti de réaction qui va permettre de reprendre les efforts qui seront engendrés dans cette cloche par le tunnelier et par la pression de confinement. Bien sûr, cette cloche, elle est instrumentée, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec Romain, de manomètres qui soient analogiques ou digitaux, mais aussi les bâtis de réaction qui sont instrumentés pour suivre les contraintes en temps réel à l'intérieur de cette cloche pour éviter les scénarios catastrophes de rupture. Le principe, le phasage d'entrée en terre, donc je l'ai fait un peu rapide. Donc, il y a la phase d'approche du tunnelier vers la paroi moulée. Alors, basiquement, on réduit les paramètres pour éviter toute casse du tunnelier en arrivant sur un point dur qui est la paroi moulée et pour limiter les efforts sur la paroi moulée, éviter des déformations qui pourront engendrer des problèmes d'étanchéité de la cloche. Alors j'ai un gros écran noir sur mon écran, je ne sais pas si tout le monde l'a. Ah, ça va mieux. Ouais, c'est parti. Merci. La traversée de la paroi moulée, donc c'est une phase assez complexe pour nous parce qu'il y a toutes les armatures et les renforts de la paroi moulée à traverser. Donc ici, les parois moulées ont ce qu'on appelle un soft tie. Donc c'est une partie qui est renforcée non pas en armature métallique mais en armature de fibre de verre. Ça peut poser problème au niveau du marinage. Ensuite, l'avancée du tunnelier, donc du bouclier essentiellement et de la jupe jusqu'à la fin de la cloche. Et pendant cette dernière, c'est la traversée de la cloche, une injection de mortier actif qui est représenté en orange, afin de garantir un scellement efficace, et donc par clavage de ce mortier actif contre la paroi moulée. Avant d'ouvrir la cloche, bien sûr, on vérifie le scellement à travers les voussoirs et on vérifie qu'il n'y a pas d'arrivée d'eau intempestive. Et enfin, on peut découvrir le tunnelier. Donc on n'a pas de sortie spectaculaire comme on peut avoir quand il y a un bouchon où on voit le tunnelier qui sort et qui gratte la paroi. Là, on vient simplement ouvrir le couvercle et on vérifie que le tunnelier est bien là et qu'on est bien sorti dans le trou. Ensuite, on passe au ripage de la cloche. Donc, je vous ai dit, cette cloche a été conçue pour être réutilisable, mais pour une question de planning, il fallait qu'elle soit mobilisée rapidement de l'autre côté. Donc, on a développé un chariot de ripage qui vient, comme vous le voyez là, ce sont les éléments bleus sur le côté de la cloche qui viennent supporter sur deux rails préalablement installés, qui viennent reprendre le poids de la cloche, légèrement la surélever pour la transporter de l'ordre de 60 mètres de l'autre côté de la station et enfin être reposée et on pourra donc redémarrer de l'autre côté. L'entrée en terre, donc c'est un principe assez similaire. Là, le bâti de poussée n'est pas présenté parce que c'est une coupe au centre, mais ça reste similaire. Il y a une mise en pression jusqu'à la pression de consigne. La pression de consigne pour passer la paroi, et donc la pression de consigne est relative au terrain qu'on va rencontrer de l'autre côté de la paroi. En d'autres mots, avant de passer la paroi, on est déjà en configuration, on est déjà sous pression avec le tunnelier. Une fois la paroi passée, le même principe, on avance jusqu'à ce que les anneaux définitifs soient posés et on effectue de la même manière un clavage avec le mortier actif et on vient confirmer le bon scellement avant de démobiliser la cloche. Alors on est à peu près là aujourd'hui, on vient de passer en dessous le Candide en début de semaine. Aujourd'hui on est à l'anneau 1187, donc vous voyez une vingtaine d'anneaux en plus. Et jusqu'à présent, on peut d'ores et déjà dire que ça s'est bien passé. Donc le Candide, comme je vous le disais,
tout à l'heure, c'est un R+10 qui est situé à 2 mètres de la paroi moulée. Il y a seulement 13 mètres de couverture entre le tunnelier et le radier, dans une géologie complexe. Quand Romain vous parlait du problème de recovery dans les carottes, qui n'étaient pas des carottes soniques, donc les carottiers conventionnels, on a à peu près le même problème avec des carottiers soniques où certes les recoveries sont plus importantes, mais on voit vraiment que c'est un terrain complexe avec une très forte perméabilité, ce qui a rajouté un peu plus de challenge au démarrage en cloche dans un terrain avec des perméabilités qui pouvaient aller jusqu'à 10-9. Cette sortie de cloche, donc cette entrée en terre sous ce bâtiment critique, a pu se faire et on a pu ausculter en temps réel grâce à un extensomètre de forage avec 3 niveaux différents, un niveau à 5 mètres au-dessus du tunnelier. On a pu observer les déformations en profondeur et en surface, et les déformations étaient plutôt encourageantes, et on est de l'ordre du millimètre. On n'a pas dépassé le millimètre sur ces extensiomètres de forage, donc très satisfaisant. Peut-être que je peux revenir en arrière si j'y arrive. Donc là, simplement pour vous montrer l'évolution de l'extensomètre de forage, au passage de la paroi, il n'a quasiment pas bougé. Une légère inflexion au passage sous l'extensomètre, et encore c'est très discutable, et un léger soulèvement de l'ordre du 10e de millimètre, merci au capteur très précis, au moment du remplissage du vide annulaire. Simplement pour conclure, les plus d'une cloche du point de vue de l'entrepreneur, c'est une vraie mitigation de l'aléa géologique. Donc on a vraiment pu à se poser de soucis par rapport au traitement du terrain. La mise en pression et le maintien de la pression pendant toute la phase transitoire. Donc une fois que la cloche est mise en pression, il y a vraiment très peu de chances qu'il y ait des fuites. Le contrôle de scellement avant ouverture. Ça nous permet vraiment de vérifier que tout s'est bien passé avant de retirer la pression de confinement dans la cloche. Enfin, les moins, ça reste une action qui doit se faire sur le chemin critique, qui a un coût, qui n'est pas moindre, et avec une problématique au niveau du passage de la paroi moulée avec les armatures de fibres de verre, qui sont un problème pour le marinage hydraulique dans le cadre de notre tunnelier, qui est un tunnelier à densité variable. L'avantage des phases d'apprentissage dont Romain nous a parlé, c'est qu'il a permis d'améliorer les quelques points faibles. Certes, on aurait certainement pu réussir ce démarrage si on n'avait jamais utilisé la cloche, mais on aurait eu beaucoup plus de problèmes à gérer à ce moment-là, comme des problèmes d'étanchéité au niveau du masque, de la virole, et pendant les montées en pression statique, et ce passage de fibres de verre que j'ai déjà évoqué, qu'on a pu améliorer, même s'il n'est pas complètement résolu pour ces derniers passages de paroi. Donc les axes d'amélioration, l'axe d'amélioration essentiel, à mes yeux, lors d'un démarrage en cloche avec un tunnelier comme le nôtre, je pense que les problématiques auraient été moindres avec un EPB ou un slurry classique. C'est vraiment le passage des armatures qui étaient en fibre de verre et qui ont posé des problèmes au niveau de notre concasseur, de notre tunnelier à densité variable. Et voilà pour moi. Eh ben, merci beaucoup à vous trois pour cette présentation. Alors, on a quelques questions qui sont apparues dans le chat. La première que j'ai relevée, c'était comment on choisit la pression de consigne du tunnelier? Donc ça, j'imagine que Arnaud,
Alors, la pression de consigne, c'est pas nous qui la calculons en direct. On a un bureau d'études qui est BG, qui calcule les pressions de consigne en fonction des déformations attendues. Donc, ce sont des calculs aux éléments finis. Après, moi, je ne vais pas être capable de vous en dire beaucoup plus. Mais on définit des tassements autorisés et aux éléments finis, on nous définit les pressions de consigne. Après, on les réajuste. On les a réajustés par méthode observationnelle en fonction des tassements observés et des pressions réellement mises en œuvre dans le tunnelier. Ok, bon, j'espère que ça répondra à la question d'Anthony Esnault. Il y a Julien Prouveau qui demande quelles sont les méthodes, comment vous avez mis en place la méthode observationnelle et les dispositifs, j'imagine, d'auscultation mis en place, y compris pour les tirs précédents et pour apprendre au fur et à mesure des démarrages. Alors, on a volontairement mis des extensomètres même dans les démarrages précédents. L'extensomètre de forage, c'est un outil qui est très précis et qui peut nous donner des valeurs au dixième de millimètre. On avait aussi des lignes d'auscultation traditionnelles avec des points de déformation de surface et bien sûr à partir du moment où on était dans la zone urbaine, de l'instrumentation automatisée sur tous les avoisinants, sur la chaussée et puis les vibrations, les mesures de vibration qui nous aide aussi à comprendre le terrain et à répondre aux voisins quand on a des problématiques de voisinage. Voilà. Je ne sais pas si Romain a quelque chose à rajouter sur ça, je pense. C'était quoi la question? C'était sur la méthode observationnelle. Non, mais je pense que je l'ai... Non, bah, tu as bien résumé, oui, effectivement. Elle est encore, on a utilisé ça en s'appuyant sur toutes les auscultations qui ont été mises en œuvre, les nivellements à l'axe, les théodolites automatiques, tout ça, toutes les auscultations ont permis de corriger le tir au fur et à mesure, quoi, ou d'adapter et d'optimiser. Voilà. J'ai une autre. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. J'ai une question de Léa Baron que je me posais aussi, c'était quel est le mode de fondation du bâtiment R+10 qui est posé sur des argiles détendues? C'est une très bonne question. Je sais pas. On a eu un petit doute pendant un certain temps sur ce mode de fondation. C'est un radier. On en est convaincu maintenant. On en est certain maintenant. Alors pour l'histoire. Pour la petite histoire, jusqu'au week-end dernier, on avait peur qu'il y ait des pieux qu'on n'avait pas trouvés. Ils étaient pas sur les plans, personne n'en avait connaissance. Les archives avaient fait des forages horizontaux depuis la station, on avait fait de la géodésie et compagnie pour voir, on n'avait rien vu. Physique, ouais. Mais en même temps, géophysique, pardon. Et en même temps, un bâtiment comme ça de 10 étages, ça questionne, le mode de fondation questionne avec un simple radier. Alors la dalle en béton armé était assez épaisse, mais quand même, il restait ce doute-là. Et il y a une procédure qui avait été mise au point avec la maîtrise d'œuvre et le groupement d'avancer, quand on arrivait en zone d'approche de pieux potentiels, d'avancer doucement et puis en cas de résistance, de vérifier si dans le marinage, s'il n'y avait pas un peu de métal qui aurait signifié que plutôt qu'un bloc dans le sous-sol, c'était les armatures d'un pieu. Voilà. Mais effectivement, on avait mis en place une rencontre embêtante. Tout un plan de contingence pour justement gérer ce potentiel problème. Et géophone dans la cave pour voir s'il y avait des vibrations plus importantes qu'attendues. Donc un véritable enjeu sur le bâtiment. J'ai une autre question de Paolo Fantini qui demande si l'entrée en terre du tunnelier a poussé à dimensionner la paroi moulée en fonction des contraintes amenées par le tunnelier. Et moi, je rajouterai une question sur quel est le sujet, la problématique des fibres de verre dans la paroi moulée pour le tunnelier. Romain, je te laisse répondre à la première, je réponds à la seconde.
les parois moulées, n'ont pas été enfin, c'est pas les pressions de confinement du tunnelier qui étaient dimensionnantes pour les parois moulées. D'accord. C'est la poussée des terres. C'était vraiment la poussée des terres et la présence des bâtis, et donc le besoin d'avoir, même pendant la réalisation des parois moulées, de ne pas faire de tassement non plus, quoi. Parce que ça arrive. On a des tassements, ils sont mesurés régulièrement en surface et sur les bâtis tout au long du tracé. On a des tassements extrêmement faibles et c'est vraiment remarquable de la part du groupement. On est de l'ordre de 2-3 mm de tassement dans des terrains très hétérogènes, très complexes, très perméables, comme le disait Arnaud. Si le groupement d'entreprise, lors de la négociation, nous avait promis des tassements comme ça, on les aurait mis dehors en disant que c'était des menteurs et qu'ils se moquaient de nous parce qu'on n'y croyait pas. Et franchement, il y a eu un gros travail fait de la part d'Arnaud, notamment sur la qualité de la boue, sur la recherche de composants à rajouter à la boue pour pouvoir vraiment maintenir le confinement. Et le résultat est là. Et je pense que, enfin moi, j'en profite pour les féliciter. Ça fonctionne très bien et effectivement on peut remercier Arnaud parce que je pense pas qu'on aurait réussi sans ça. Merci. La problématique des fibres. Des fibres au passage de la paroi moulée. Donc nous on travaille avec un tunnelier à densité variable donc pour pallier à la problématique des galets crus et des fortes perméabilités. Et ce qui nous permet d'utiliser une boue un peu magique, effectivement, pour maîtriser le confinement et les tassements. Donc, le tunnelier à densité variable, c'est un hybride entre le slurry et le PB, c'est-à-dire qu'il y a une vis sans fin qui permet l'extraction des matériaux, et en sortie de la vis sans fin, il y a une boîte de dilution avec un concasseur à mâchoire. Et cette boîte de dilution est reliée au circuit de marinage traditionnel d'un slurry. Et donc, la grosse problématique qu'on a eue, c'est que cette boîte de dilution et ce concasseur se font colmater par les fibres de la paroi moulée avant de passer dans le circuit de marinage. Et ça a tendance à entraîner des dépressions dans le circuit de marinage et ça empêche l'aspiration des pompes retour. Donc pas de marinage, pas d'avancement, et pas d'avancement, pas de passage de paroi moulée. Et donc c'est un vrai problématique lié au tunnelier à densité variable. C'est un vrai stress. Est-ce que c'est seulement lié aux densités variables? Je me souviens que les fibres posent problème en slurry traditionnel, mais je n'ai pas souvenir que ça soit un problème aussi important et aussi impactant. D'accord, merci. Donc ça répond, j'imagine, à la question de Younes Essou Ali sur le traitement de la grande perméabilité des alluvions et des fronts mixtes qui sont rencontrés dans ces horizons entre du... Alors ça, on en fera la grande pub plus tard. On a déjà un papier qui est prévu pour l'AFTES 2020-21. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, on a une question de Jacques Monet qui demande si des instrumentations ont été réalisées, enfin, ou si des mesures d'effort dans des fondations profondes de bâtiments ont été réalisées. Pas de fondation profonde autour de la station OCE. Ça arrive. Non. Heureusement pour nous. Alors, je crois qu'il y a une question de Nguyen Hyun Toan qui demande si lors de la sortie en terre, comment on assure la pression dans la cloche. Alors, comment on confirme l'étanchéité, en fait, hein, donc, simplement, les derniers voussoirs, les derniers ou premiers voussoirs et anneaux définitifs sont des anneaux spéciaux où on a une possibilité de faire de la réinjection. Et à travers ces pipes de réinjection, on vient simplement forer à travers une vanne, au cas où il y ait de l'eau, et confirmer que le mortier est bien présent dans le vide annulaire, que le mortier est bien pris et qu'il n'y a pas d'arrivée d'eau à travers la vanne. Donc ça, on vérifie ça sur plusieurs anneaux et sur plusieurs, on va dire, cadrans du voussoir.
D'accord. Et une deuxième point de Nguyen qui est sur, du coup, comment vous avez réussi à vous en sortir avec les fibres? Alors, le tunnelier à densité variable a ce qu'on appelle, pour remplacer la paroi plongeante d'un slurry classique, a ce qu'on appelle des elephant pipes. Donc, ce sont des tubes plongeants qui plongent dans la chambre à bulles et qui font communiquer la chambre à bulles avec la chambre d'abattage. Et on peut les fermer. Donc, on peut isoler le front et se mettre en mode EPB, entre guillemets. On isole complètement le front de la chambre à bulles. Et on compense toute perte dans le terrain avec une conduite auxiliaire. Et en même temps, de l'autre côté, on isole par une trappe la sortie de la vis de la boîte de dilution. Une fois qu'on a fait ça, on peut intervenir dans le concasseur et nettoyer le concasseur à la main. Savoir que le concasseur, il fait 7 mètres cubes. Et ça, c'est un gros boulot. C'est un gros concasseur. C'est le plus gros. Effectivement, 7 mètres cubes de concasseur, c'est une belle machine. Il y a Léa Baron qui vous remercie et qui demande une petite précision sur la procédure rencontre de pieux, fondation profonde, pas anticipée. Alors peut-être qu'il faut qu'on précise quand même que la probabilité qu'il y avait des pieux était de 0,00001%. Voilà. Ça c'est le contexte. Et après, on n'avait pas la solution miracle non plus. Non, mais après, ça devient presque un petit chantier, un petit ou moyen chantier dans le chantier. C'est-à-dire que le tunnelier est arrêté. Enfin, si le week-end dernier, on s'était retrouvé à tomber sur des pieux, le chantier est arrêté. Et puis, il faut qu'on trouve un moyen de reprendre la portance du bâtiment. Donc, soit on fait des barrettes de power moulées sur les côtés, une dalle de répartition pour récupérer, ou je sais pas. Après, il y a une étude à faire pour pouvoir découper les pieux, et après comment on fait pour les découper? Est-ce que c'est le tunnelier qui les grignote? Est-ce que c'est Toutes ces questions n'avaient pas de réponse parce qu'on avait quand même la certitude de ne pas en avoir. On avait quand même prévu le plan de contingence pour tout mettre en sécurité au cas où on rencontre un pieu. Malgré la cloche, malgré tout ça, on savait mettre le chantier en sécurité et intervenir si cet aléa s'avérait réel. Il y a un cas réel en Égypte apparemment, de tunneliers qui passent sous un bâtiment avec des pieux. Si vous voulez voir des réponses, je pense que c'est par là-bas qu'il faut aller voir. Un petit voyage d'études. Je vais prendre deux dernières questions. Il y a Anthony Esno qui demande quels sont les composants de la fameuse boue magique. C'est magique, justement. Ça n'a rien de chimique. Ce sont des matériaux naturels, du bois et du riz. Eh oui. Et c'est Oncle Benz ou c'est quoi là? C'est camarguais et bourguignon. Le bois est camarguais, le bois est bourguignon, le riz est camarguais. Donc on reste bien dans un esprit, comme on l'a toujours fait sur ce projet de développement durable et de réutilisation des matériaux. Donc on en parlera aussi plus tard. Hein. La réutilisation du marinage dans le tunnel, c'était aussi un grand succès pour nous. Mais c'est une forme de chimie, mais avec des produits naturels. Quoi. Voilà. C'est de la physique que de la chimie, je pense. C'est plus de la physique, c'est mécanique. On se base sur un colmatage mécanique et un débit de fuite. C'est très archaïque, très pragmatique et robuste, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur un chantier et qu'il faut de la robustesse aux solutions. Donc pas d'argile bentonitique. Si, bien sûr, c'est une boue bentonitique avec des. Mais ce sera avec des intéressant. Avec des adjuvants, mais des adjuvants qui ne sont pas des polymères. Voilà, j'avais la conviction que les polymères, ça marche pas. On ne sait pas les mettre en œuvre. Mais surtout que ça ne serait pas la solution pour de telles porosités. On parle de galets crus avec des galets qui font de l'ordre de 10, 20, 30 cm de diamètre,
avec très peu de matériaux plus fins entre les interstices de ces calés. Ouais, les essais de pompage donnaient 10-2 en perméabilité dans cette formation. D'accord. Et bien, on préparera une autre présentation dédiée à ce point particulier. Avec plaisir. On peut en parler un moment. On peut en parler des heures. Et donc, une dernière question, c'était une visite hors pandémie. Pourra-t-être être organisée, mais j'ai peur que vous ayez le temps de finir. J'espère bien que ça va être fini avant la fin de la pandémie, maintenant tel que c'est parti. Ou alors la pandémie s'arrête dans 15 jours, mais on espère que le creusement sera terminé dans un gros mois. Vous arrivez quand au Puy-Orcel? Quand on arrivera, mais on est vers la mi-mai, deuxième quinzaine de mai, on verra. Je sais pas. Après, c'est le terrain qui va décider, mais. On a la foi pour mimer quand même. Ouais. Après, on n'est pas à l'abri d'aléas, mais. Le terrain, et puis on peut avoir des soucis mécaniques. La surface aussi. Mais visite hors pandémie, ça va être difficile. Donc ça va être difficile d'organiser une visite. Bon. Mais après, on peut organiser une visite du tunnel, des ouvrages et tout ça plus tard, avec plaisir. Eh ben, merci. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. À part quelques remarques sur le tunnelier risotto qu'on va rebaptiser. Je vais y penser pour mettre une patente. Ouais, s'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on a fait le tour. Et ben, merci beaucoup à tous les intervenants. Merci à tous pour cette belle présentation. Donc sur les 3 sujets. Hein. Je crois que tout le monde a fait le tour. On est encore combien? On est 51 encore. Donc, tout le monde une bonne partie est parti manger. Il y a pas mal. Puisqu'on était une centaine au début de la présentation. Je regarde si c'est une nouvelle question. Non, on a des merci à tous de la part de tout le monde. Merci Rodolphe. Merci à Arnaud et à Arnaud surtout. D'avoir présenté tout ça. Après ça, en un temps record, c'est admirable. Oui. Et donc, on remercie encore Baptiste et Christian pour leur présentation juste avant. Et puis, bon appétit. Merci. Encore une fois, merci à tous. Bonne fin de journée à tout le monde. Bon week-end. Au revoir. Au revoir.